Bon, bah écoutez, bonjour à tous. Merci de vous être connectés aussi nombreux. On va pouvoir commencer donc cette WebEx dont le thème est la facturation électronique et l'opportunité de se digitaliser avec l'arrivée de cette réforme. Je vais commencer peut-être simplement par nous présenter, donc PKF Arcilon. Donc, on a un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes avec les activités, on va dire classiques d'expert comptable et de commissaire aux comptes. Également, une activité assez importante en matière de paye et de gestion sociale et un département juridique et fiscal. On propose également donc, des offres spécifiques aux PME et ETI, notamment en matière d'accompagnement à la cession et à l'acquisition d'entreprises, la consolidation de comptes, ce qu'on a appelé la durabilité aussi, le diagnostic RSE et accompagnement à la mise en place de CSRD. Et le restructuring, donc ce qui concerne les entreprises qui peuvent avoir des difficultés passagères ou plus durables, et on les accompagne également dans cette partie-là. Comme vous le voyez donc à l'écran, en termes de représentativité territoriale, on est présent un peu partout en France sur une trentaine de bureaux. Donc voilà, vous avez toujours un PKF Arcilon près de chez vous. Et donc voilà quelques chiffres pour donner un petit peu l'indication. Voilà. Donc on a souhaité donc organiser cette WebEx avec Pennylen, puisque, comme vous le savez, la réforme de la facturation électronique approche, et il nous semblait important de vous faire un état des lieux sur le sujet dans le cadre de notre devoir de conseil. Et comme cette réforme va probablement impacter votre organisation, il nous semblait important que vous ayez les éléments pour prendre vos dispositions et que l'on puisse vous accompagner pour ce faire. Peut-être je vais laisser la parole à Pénilienne qui va également animer. Merci beaucoup, Julien. Donc, Arthur, je suis un des 7 cofondateurs et le dirigeant de Pennylen. Et du coup, Pennylen, c'est une plateforme, donc un outil logiciel qui rassemble d'un côté les cabinets d'expertise comptable, donc qui permet aux cabinets de tenir la comptabilité, et de l'autre, les dirigeants, dirigeantes, directions financières et autres d'entreprises. Et donc, toute l'innovation de Pennylen, c'est que vous avez sur une seule et même plateforme un côté compta et de l'autre, ce que j'appellerais finance, gestion, avec une source de vérité unique, mais chacun qui voit ce qui est adapté à ses besoins. Donc, côté entreprise, vous avez la possibilité du coup de gérer vos achats, de gérer vos ventes, de piloter votre trésorerie, de rapprocher bien sûr toutes ces factures et ces transactions. Vous avez également la possibilité de payer, donc payer vos fournisseurs, vous faire payer par vos clients. Vous avez également un compte pro qui est embarqué dans la solution si ça vous intéresse. Et toute l'idée, c'est que du coup, vous puissiez profiter en temps réel du travail effectué par votre cabinet d'expertise comptable, puisque dès lors que votre cabinet va venir, par exemple, lettrer dans une balance ou autre, ça va venir mettre à jour le statut chez vous. Mais chez vous, on ne va pas vous montrer de la compta, c'est plutôt de la gestion. Voilà. Et tout ça prend d'autant plus son importance, et on va en parler aujourd'hui, avec la réforme de la facture électronique, puisque vous allez voir qu'il y a une notion de déclaration de factures qui doivent être envoyées un peu en flux continu à l'administration fiscale, mais non seulement les factures, mais également les statuts de paiement de ces factures. Et du coup, c'est d'autant plus important d'avoir un outil collaboratif avec son cabinet pour que quand votre cabinet, notamment rapproche ou lettre ou autre, ça vienne bien mettre à jour à Bercy et que ce soit toujours en accord entre ce que votre cabinet a et ce que votre Bercy a comme info pour éviter tout risque de contrôle ou autre. Et alors, peut-être 2 secondes, pareil sur Pennylen, on est aujourd'hui à peu près 600 collaborateurs. On est une boîte française, on est un peu partout en France également. Mais nous, on est du coup un éditeur de logiciels. Donc, le gros de nos équipes est sur la partie R&D pour construire le logiciel, à la fois pour les cabinets et pour les entreprises. Merci beaucoup Arthur.
Donc voilà, les intervenants de ce matin, donc vous les avez à l'écran. Donc Vincent commencera, donc c'est notre sachant en matière facturation électronique. Donc il commencera par nous dresser les contours de la facturation électronique et l'état des lieux à date. Je me permettrai de faire une petite transition en abordant les sujets de digitalisation et les avantages et l'intérêt qu'on a à se digitaliser dès maintenant dans la gestion de son entreprise. Et Clémentine et Arthur nous présenteront du coup l'outil et comment Pennylen se prépare à cette réforme. Écoute, Vincent, si ça te va, je te laisse la main. Allez, j'enchaîne. Alors, tac, tac. Est-ce que vous voyez le sommaire à l'écran? Pas encore, je crois. Oui, pour moi, c'est bon. Ah, c'est Ok. moi qui ne marche pas. Bon, du coup, l'ordre du jour, tu l'as déjà commenté. Donc, on va parler dans un premier temps de facturation électronique, avec un rappel, on va dire, du contexte, de pourquoi on parle de cette thématique aujourd'hui, et le tout étayé au fil de l'eau avec des éléments d'actualité, puisqu'il y a eu quelques rebondissements depuis l'annonce, les premières annonces de la réforme sur la facturation électronique. Donc, en termes de contexte, ce qui avait été initialement prévu par les lois de finances 2020 et 2021, c'est là où on a commencé vraiment à parler de mise en œuvre de la réforme de la facturation électronique. On avait un calendrier qui avait été défini par la DGFiP, bon, qui est caduque, hein, puisque pile poil un an avant le kick-off, le lancement de la réforme en juillet 2023. Il y a eu un coup de frein, et puis c'est la loi de finances 2024 qui a défini un nouveau calendrier qu'on verra par la suite. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que quand on parle de réforme de la facturation électronique, on parle à la fois de facture électronique en tant que telle, au format facture, mais aussi de e-reporting qui va concerner d'autres transactions spécifiques selon que l'on traite avec des assujettis à la TVA ou des non assujettis. On verra en fait que selon le type de flux, on va avoir des documents à communiquer à l'administration fiscale différents. Alors pourquoi est-ce que l'administration fiscale française s'est intéressée à la facturation électronique? Alors déjà, ce qu'il faut savoir et avoir à l'esprit, c'est que on n'est pas les premiers, hein, on n'est pas leader sur le sujet. De nombreux pays sont déjà passés sur leur territoire à une réforme similaire, ou en tout cas dans l'esprit assez semblable, notamment en Amérique latine, mais même plus proche de nous, en Europe. L'Italie, ça fait 5 ou 6 ans qu'ils sont déjà passés à la facturation électronique, et puis nos voisins belges, allemands, sont à peu près dans le même calendrier que nous. Le, le- le fondement de la raison d'être de cette réforme, c'est avant tout, vous le voyez en bas, alors on parle de 10 milliards, de 15 milliards à peu près de fraude à la TVA, un montant suffisamment significatif et important à l'échelle du pays, pour en tout cas s'intéresser au sujet et donc tenter de mettre en place des solutions pour un peu contrecarrer cette évasion fiscale. Donc, objectif premier, la lutte contre l'évasion fiscale. En découlent d'autres objectifs qui sont pour le coup bénéfiques, cette fois côté entreprise, avec une simplification des tâches administratives et notamment déclaratives, puisque en fait Arthur l'a énoncé en intro, c'est que comme l'administration fiscale aura connaissance de l'ensemble des flux domestiques, de toutes les factures de vente, en tout cas de toutes les transactions sur le territoire national, in fine, l'administration fiscale sera capable de produire des déclarations de TVA pré-remplies pour tous les assujettis, charge à chacun d'aller corriger les montants qui sont erronés ou incomplets. Donc, clairement, des montants qui seront à terme pré-remplis.
Au niveau macro, il y aura sur le territoire français une connaissance en temps réel ou quasi, en tout cas dans des délais très courts, de l'activité au niveau français, ce qui permet de pouvoir prendre des mesures s'il en fallait. Alors, quand on parle de facture électronique, de quoi est-ce que concrètement on parle? Est-ce que si j'envoie une facture PDF par mail à une facture électronique? Bon, ça serait évidemment trop simple, donc la réponse est non. Quand on parle de facture électronique, il y a deux aspects à prendre en compte. Le premier aspect, c'est le flux de circulation de la facture entre l'émetteur, le vendeur, et puis son client. Sur la partie gauche de la slide, vous voyez en fait les différents chemins que prennent les factures de vente aujourd'hui, en sachant que le vendeur envoie directement sa facture à son client. Il l'envoie, peu importe la manière, hein, papier, mail, EDI. On a déjà beaucoup de flux qui sont en mode EDI dans certains domaines d'activité, la GML, enfin les grandes et moyennes surfaces, tout ce qui est pétrolier, etc. Donc déjà des flux structurés, de factures structurées. Et donc le vendeur et l'acheteur, chacun communique avec l'administration fiscale à travers ces déclarations CA3, les volumes de transactions et donc paye ou récupère sa TVA. Ça, c'est aujourd'hui et c'est vrai jusqu'au lancement de la réforme. Une fois qu'on sera vraiment dans le cadre de la facturation électronique, il n'y aura plus de communication directe entre le vendeur, l'acheteur et même l'administration fiscale, puisque la facture devra transiter par une plateforme de dématérialisation, charge au client d'aller récupérer sa facture sur cette plateforme, et laquelle facture sera communiquée directement à l'administration fiscale. Donc, vous voyez, un simple dépôt de la facture de la part du vendeur sur une plateforme, et la plateforme va répartir en fait la facture vers les différents intervenants, enfin, en tout cas vers les différentes entités intéressées plutôt. Donc ça, c'est le premier critère, c'est le critère de flux de flux de communication. Deuxième critère, c'est le format de la facture. Aujourd'hui, dans la plupart des cas, on a une facture papier, PDF, peu importe, qui est lisible par l'œil humain et grâce à notamment de l'ossérisation, lisible par les ordinateurs. Demain, quand on parle de facture électronique, on parle de facture dans un format structuré, c'est-à-dire des lignes de code que la machine sera capable de lire et de retranscrire directement sans faire appel à des outils de transformation de la facture. L'EDI aujourd'hui, c'est un format de fichier structuré. Alors, la difficulté dans ce type de fichier, c'est que le comptable, l'acheteur, le vendeur, l'humain n'est pas capable de lire des lignes de code. Donc, c'est pour ça qu'a été décrété que le format mixte, ce qu'on appelle communément la facture X, serait le moyen le plus simple pour avoir à la fois un format de fichier de facture qui est lisible par l'humain et par la machine. Pourquoi? Parce qu'en fait, concrètement, c'est un PDF, donc lisible par chacun, auquel est rattaché un fichier avec des lignes de code, un fichier XML, qui lui est lisible par la machine. Donc on va se retrouver avec un format de fichier complet qui répond du coup au format attendu dans le cadre de la réforme. Ok. Alors, je vous ai dit, le calendrier initial qui était prévu, c'était à partir de 2024. Lui, il est caduc, parce que sinon on y serait déjà. Le nouveau calendrier, alors, il est toujours attaché à des critères de seuil qu'on verra juste après, à la fois des seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires et ou de bilan. En tout cas, le nouveau calendrier, celui que vous voyez à l'écran, c'est 1er septembre 2026, obligation pour tout le monde. Alors, pour tout le monde, pour toutes les entités concernées par la réforme.
On verra après de qui il s'agit. En tout cas, pour tous ceux qui sont concernés par la réforme, obligation à compter du 1er septembre 2026 de recevoir les factures au format électronique. Pourquoi cette obligation pour tout le monde? Parce qu'à cette même date, 1er septembre 2026, les grandes entreprises et les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, elles ont l'obligation d'émettre les factures au format électronique. Comme tout assujetti travaille avec des grands facturiers, Orange, Vinci, EDF, qui, eux, seront dans l'obligation d'émettre au format électronique, bah, ça veut dire que tout le monde recevra les factures sous ce format dématérialisé dès le 1er septembre 2026. Et pour les autres entreprises, donc PME, TPE, micro-entreprises, obligation en émission à compter du 1er septembre 2027. On se dit septembre 2026, septembre 2027, c'est loin, il y a 1 an et demi, on a encore le temps. Bah, en fait, ça passe très très vite et surtout que les enjeux en termes de business et de cash derrière sont considérables. En effet, si à partir du 1er septembre 2026, vous assujettis n'êtes pas capable de recevoir vos factures au format électronique, ça veut dire que la TVA afférente à ces factures ne sera pas récupérable. Et là, en fonction des volumes, ça peut avoir des conséquences très importantes. De l'autre côté, septembre 2027, pour ceux qui sont dans l'obligation d'émettre au format électronique, si dès le premier jour, vous n'êtes pas capable d'appuyer sur le bouton pour pousser les factures au bon format à travers le bon canal à vos clients, ça veut dire que forcément, eux ne vont pas recevoir la facture. S'ils ne la reçoivent pas, ils ne pourront pas vous la payer. Donc en termes de cash, ça peut être très impactant rapidement. Les tailles et les critères d'application du calendrier, ils n'ont pas changé par rapport au cadre initial. Donc on parle de grandes entreprises quand on est à plus de 5000 collaborateurs et un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard ou un total bilan supérieur à 2 milliards. Ce qu'on entend par ETI, c'est un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard, total bilan inférieur à 2 milliards, mais supérieur à 50 millions ou 43 millions, qui sont les seuils des PME. Bon, là-dessus, il n'y a pas vraiment de sujet, de difficulté. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on raisonne aux bornes de l'entreprise. Il n'y a pas de notion de groupe dans la définition de ces critères. Alors, je nuance le propos, il n'y a pas de notion de groupe au sens consolidé. Quand on est dans un groupe fiscal au sens assujetti unique, là, c'est un cas particulier. Par contre, quand on est une filiale d'un groupe ou une tête de groupe, on raisonne vraiment entité par entité pour savoir dans quelle catégorie on se positionne et donc à partir de quelle date on est touché par le calendrier. Il va de soi, selon les cas, c'est une évidence, parfois ça l'est moins. Si on a une entité du groupe qui est concernée par la première échéance au 1er septembre 2026 et une autre entité du groupe qui est au 1er septembre 2027, il faut se poser la question de l'intérêt de se fixer sur la première date du calendrier pour tout le monde, de sorte à avoir un process identique à l'intérieur du groupe pour toutes les sociétés concernées. Alors, quand on parle de la réforme de la facture électronique, je vous l'ai dit en introduction, on parle à la fois de e-reporting et de e-invoicing. En fait, donc, la réforme concerne tous les assujettis à la TVA. Donc déjà, pour savoir si vous êtes concerné, il faut savoir si oui ou non vous êtes assujetti. Si vous avez un numéro de TVA intraco, par exemple, il n'y a pas de sujet, vous êtes assujetti. Vous êtes concerné par la réforme. Maintenant, selon que votre client va être une entreprise française assujettie à la TVA ou une entreprise, une association, une personne physique non assujettie ou une entreprise étrangère, donc non assujettie à la TVA française, il va falloir soit émettre une facture électronique, donc qui répond au format, au flux de communication vu précédemment, soit un e-reporting.
Un e-reporting, c'est-à-dire un fichier qui reprend sur une période donnée l'ensemble des transactions et communique en fait à destination de l'administration fiscale le montant du chiffre d'affaires hors taxe, le montant de la TVA, le nombre de transactions, etc. Donc la difficulté à ce stade-là, c'est d'être capable pour chacun d'identifier avec certitude, à l'intérieur de ces référentiels clients notamment, la qualité du preneur. Est-ce que je sais aisément si je vends à un assujetti français ou si je vends à un non-assujetti ou à une entreprise étrangère? Donc, ça veut dire, la conséquence de ça, c'est qu'il y a un gros travail de remise à plat et de refonte des référentiels pour avoir une base de données vraiment propre le jour où il faudra appuyer sur le bouton et envoyer la facture, soit au format électronique pour que le client puisse la recevoir, soit au format actuel pour que mon client particulier, par exemple, ait sa facture. Donc, pour ceux qui travaillent à la fois en B2B et en B2C, ça veut dire 2 flux sortants à gérer. Le calendrier et la fréquence des e-reporting, Julien en parlera un peu plus en détail après, ça dépend en fait de votre régime de TVA. Dans, on va dire, les cas les plus fréquents, en régime normal mensuel, le e-reporting sera communiqué à l'administration fiscale tous les 10 jours. Donc ça veut dire que le 10, le 20, le 30 du mois, un fichier de e-reporting sera poussé à l'administration fiscale pour tous les flux en B2C ou en B2B étranger. Et en revanche, à chaque fois que votre client sera un assujetti à la TVA, donc en B2B, il y aura une facture au format électronique qui sera envoyée à la fois au client à travers la plateforme de dématérialisation et à l'administration fiscale, et de la même façon à travers la plateforme. Ok, donc petite difficulté à ce stade-là, ou en tout cas point d'attention, de se dire à qui est-ce que j'envoie ma facture, comment est-ce que je qualifie mon client, et donc quel format doit sortir. Autre particularité et troisième, on va dire, volet de la réforme, c'est la gestion du cycle de vie de la facture. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Alors, le schéma que vous voyez à l'écran, c'est le schéma, on va dire, qui est dans la documentation de la DGFiP, hein, dans le cahier des charges de la DGFiP, qui en fait consiste à tracer le cycle de vie de la facture en découpant à travers différentes étapes. Et on voit qu'à partir du moment où la facture va être déposée par le fournisseur sur la plateforme, vont se mettre en place certains contrôles, notamment des contrôles sémantiques, hein, par les différentes plateformes, à la fois la plateforme du fournisseur et éventuellement de l'acheteur, de dire est-ce que tous les champs attendus sont remplis et sont correctement remplis, et donc la facture, le format de facture correspond effectivement aux attentes et donc peut être acheminé jusqu'à l'acheteur et jusqu'à l'administration fiscale. Alors, les champs attendus, ils sont clairement listés hein, par la DGFiP. Le niveau d'attention qu'il faut avoir là, c'est est-ce que dans mon outil, je suis capable d'alimenter les champs attendus par les bonnes informations aux bons endroits. Ça peut paraître assez basique comme réflexion, mais on a tous vu le cas de fiches clients dans lesquelles le numéro de TVA intraco, par exemple, était renseigné dans un champ adresse 2 qui était laissé vacant. Si demain c'est le cas, dans le cadre de la réforme, la plateforme va faire ses contrôles, va voir que le champ numéro TVA intraco qui attend le numéro de TVA intraco du client n'est pas renseigné, et donc la plateforme va repousser la facture. Ça veut dire que le client ne l'aura pas, donc encore une fois, il ne pourra pas la payer. Donc le cycle de vie de la facture, à partir du moment où elle est déposée et suivie,
Et ça se termine même jusqu'au moment où le fournisseur encaisse la facture. Donc la notion de paiement de la facture et d'encaissement sont des étapes importantes qui sont elles aussi suivies au travers de la plateforme. Pourquoi est-ce que ça revêt une importance capitale dans le suivi du cycle de vie de la facture? C'est que selon que je suis vendeur de marchandises ou prestataire de services, la date d'exigibilité de ma TVA est différente. Et donc, pour que l'administration fiscale puisse avoir des indications sur le moment attendu d'encaissement de la TVA et de récupération de la TVA pour votre client, il va falloir codifier chaque facture en fonction, est-ce que je vends une prestation ou est-ce que je vends un bien? Et donc, si je vends une prestation, la date d'encaissement de la facture va être essentielle pour pouvoir identifier la date d'exigibilité de la TVA. OK. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau par rapport à la pratique, actuelle, ce suivi, et ça veut dire vraiment une revue, assez fine des process à l'intérieur de chaque entreprise, de découper les process d'achat et de vente, de sorte à ce que chaque intervenant soit clairement identifié et que les rôles et responsabilités de chacun dans l'entreprise soient définis pour pas qu'il y ait de loupés. Depuis le début de la présentation, je parle de plateformes de dématérialisation partenaires. Et donc, on voit que dans l'écosystème, dans l'environnement de l'entreprise de demain, dans le cadre de la réforme, ces plateformes de dématérialisation vont jouer un rôle central et capital. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les plateformes, aujourd'hui, ont reçu un agrément de la part de l'administration fiscale, sous réserve, un agrément sous réserve, et Clémentine ou Arthur pourront le préciser après, sous réserve de démontrer à brève échéance leur capacité d'interconnectabilité, enfin, de communiquer avec les autres plateformes et avec l'annuaire central. Mais en tout cas, voilà, il y a des audits qui ont été diligentés par la DGFiP, puisque en fait, ces PDP vont se substituer à l'administration fiscale et seuls les PDP agréés pourront faire transiter les factures vers les clients finaux et vers l'administration fiscale. Vous voyez également sur le schéma à l'écran qu'un nouveau type d'intervenant, ou en tout cas un tel qu'il est qualifié ici, les OD, les opérateurs de dématérialisation, eux auront vocation à émettre les factures au bon format, mais n'auront pas l'autorisation par l'administration fiscale d'acheminer les factures à la fois vers l'administration fiscale et vers le client. Seule la PDP aura cette autorisation. Le concentrateur de données, ça c'est quelque chose c'est une nouvelle terminologie, puisque en fait, initialement, pour ceux qui avaient suivi la réforme depuis la loi de finances 2021, on parlait de la possibilité pour chacun d'envoyer les factures, soit à travers des PDP, soit à travers le PPF, le portail public de facturation, qui proposait dans le cadre initial bah, peu ou pas du tout de prestations additionnelles, mais par contre qui avait en contrepartie une gratuité de la prestation. Face à certaines difficultés, en octobre 2024, la DGFiP a communiqué le désengagement de l'État sur la partie PPF, c'est-à-dire acheminement de la facture, puisque demain, le PPF va en fait se contenter de jouer deux rôles. Un, maintenir l'annuaire des entreprises assujetties à la TVA. Alors, c'est quand même quelque chose de capital, hein, puisque à partir du moment où le vendeur va émettre sa facture, l'envoyer sur sa plateforme, il va falloir interroger l'annuaire pour savoir vers quelle plateforme acheminer la facture. Donc, l'administration fiscale, enfin le PPF, va avoir pour fonction de concentrer, enfin de maintenir à jour
cet annuaire, et aussi d'acheminer les factures reçues et les reporting vers l'administration fiscale. Donc c'est quand même un changement assez substantiel dans les modalités de mise en œuvre de la réforme, puisque c'est pas ce qui était initialement prévu. Alors, une fois qu'on a dit ça et mis les différentes étapes à jour, ce qu'il en ressort, en fait, depuis 1 an, 2 ans même, on réalise pour certains de nos clients des diagnostics de conformité par rapport à la réforme pour les aider demain à être prêts à appuyer sur le bouton. Ce qu'il en ressort, c'est ce que vous voyez à l'écran. Alors, c'est pas forcément exhaustif. En tout cas, ce sont les enjeux qui ont été définis comme prioritaires et qui ressortent assez régulièrement. Euh, Quand on parle de ça dans les premiers échanges avec les clients, les entreprises, on nous dit, bah, ça, de toute façon, la réforme de la facture, c'est un sujet IT. Moi, mon éditeur de facturation, il va pouvoir gérer pour moi, ou au pire, mon expert comptable, de toute façon, c'est son job, il va pouvoir le faire. Bah, oui, mais non. Oui, mais non, puisque en fait, on est vraiment dans une transformation. Je pense que c'est vraiment le terme approprié. Une transformation dans la vie de l'entreprise, puisqu'il faut se poser des questions à la fois sur ces systèmes d'information, c'est sûr. Est-ce que mon logiciel de facturation aujourd'hui est capable de sortir les factures au bon format? Si c'est pas le cas, est-ce qu'il est upgradable? Est-ce qu'il y a une version, une évolution du logiciel à attendre? À défaut, est-ce qu'il faut en changer? Est-ce qu'il faut y coupler un opérateur de dématérialisation, directement une PDP qui va permettre de gérer ce type de service? Donc, vraiment des sujets IT, informatique. Est-ce que mes différents outils métiers sont capables de parler les uns avec les autres, avec mon logiciel comptable et demain avec la PDP? Si je suis un groupe hôtelier, est-ce que mon PMS bah, est capable de répondre à ces attentes? Si je suis un restaurateur, est-ce que mon logiciel de caisse, le ticket Z qui va sortir, bah, voilà, tous les outils vraiment spécifiques métiers, est-ce qu'ils sont évolutifs et en tout cas, est-ce qu'ils sauront répondre aux attentes? Le découpement de mes process, est-ce que la personne qui demain va valider la réception de la facture dans la PDP, est-ce que c'est celui qui a exprimé le besoin de la facture? Est-ce que c'est l'acheteur? Est-ce que c'est le service comptable, la direction financière, le gérant, le chef d'entreprise? Voilà, vraiment découper les différents cycles et les différents intervenants concernés. Des sujets, je l'ai dit, mais je le répète, de référentiel, de base de données client-fournisseur, ça c'est quelque chose de capital. Je pense qu'on a tendance vraiment à trop sous-estimer l'importance de la qualité de ces données gérées. Cartographier ces différents flux de facturation. Est-ce que mes clients sont assujettis, non assujettis, français, étrangers? Est-ce que j'ai cette information en amont? Est-ce qu'il faut que je la creuse et je m'en assure par ailleurs? Euh, il y a aussi un sujet que vous voyez à l'écran, documenter, actualiser la PAF. La PAF, c'est la piste d'audit fiable, qui est une obligation en fait fiscale qui date de 2012, qui est complètement passée à travers les radars, mais qui est tout aussi importante en termes de process, d'archivage de données, etc. Donc vraiment des enjeux qu'il faut avoir à l'esprit et sur lesquels il faut se positionner, faire cet état des lieux et puis voir bah, quelle est la hauteur de la marche à gravir pour arriver jusqu'au jour de la du lancement de la réforme. En synthèse, la facturation électronique, bah, voilà, c'est ce que vous voyez à l'écran. Donc vraiment identifier ceux qui sont concernés, les flux qui sont concernés par le e-invoicing. Est-ce que je suis capable de le faire demain? Les flux concernés par le e-reporting et notamment les données de paiement, ça va être quelque chose de capital. La gestion du cycle de vie de la facture
Puis les enjeux clés que je viens de citer, pardon, qui concernent un petit peu tous les secteurs de l'entreprise. C'est un domaine, enfin un sujet riche, on pourrait en parler des heures. J'ai essayé de faire ça en 30 minutes, mais il y a effectivement, évidemment, plein de sujets connexes qui sont liés à cette réforme. Et je vais laisser la parole à Julien, qui va nous parler de digitalisation. Merci Vincent. Donc je vais reprendre le contrôle des slides en espérant qu'il n'y ait pas d'interruption. Est-ce que ça défile là? Ça a défilé, C'est bon. Vincent? Ouais, super. C'est bon. Donc voilà, merci pour cette partie centrale, importante de points d'actualité sur la réforme. Donc là, je me propose juste de vous faire un petit focus sur la digitalisation au sens large, en fait, et l'opportunité que permet du coup cette réforme de la facturation électronique dans le cadre de créer un cercle vertueux dans votre organisation. Donc je mettrai en avant les quelques atouts qu'apporte la digitalisation dans votre organisation. Alors, les conséquences concrètes de la facture électronique, comment ça va impacter votre organisation? Donc, comme l'a rappelé Vincent, ça va nécessiter, la facturation électronique, déjà une grande maîtrise, une maîtrise des règles de TVA et une cartographie des flux. Il faudra bien identifier les différents flux que vous avez au sein de votre organisation pour quelque part un peu professionnaliser, on pourrait dire, digitaliser, décortiquer les différentes étapes de chaque flux. En synthèse, si vous êtes un assujetti à la TVA, vous allez vous retrouver dans 3 situations. Je suis un assujetti à la TVA, mon client est un assujetti à la TVA en France, je serai soumis à la facturation électronique. Je suis un assujetti à la TVA en France, mon client est un assujetti à la TVA, mais qui n'est pas en France. Dans ce cas, je serai soumis à la... Enfin, n'est pas un assujetti à la TVA, en France, dans ce cas, je serai soumis aux règles de e-reporting et je suis un assujetti à la TVA mais exonéré de TVA. Et dans ce cas-là, je suis ni dans le champ d'application de la TVA électronique, de la facturation électronique, ni e-reporting. Ceci étant dit, donc on l'a dit qu'il y avait que le champ d'application de la TVA de la facturation électronique sera quand même largement répandu. À titre d'exemple, même un auto-entrepreneur sera soumis à la facturation électronique. Donc c'est pour dire que le champ est quand même vaste. Donc vous avez retenu qu'il y avait 2 règles, 2 dispositifs, donc la facturation électronique et le e-reporting. La différence entre les deux, c'est que le flux d'informations ne sera pas le même. Dans le cas de la facturation électronique, le flux d'informations ira à la fois vers votre client et vers l'administration fiscale. Et la fréquence de transmission des informations se fera à chaque facture. Lorsqu'on est dans le cas du e-reporting, il n'y aura qu'un flux d'informations vers l'administration fiscale et pas vers les clients. Et là, la fréquence de transfert de ces flux sera différente tous les 10 jours, mensuellement ou bimensuellement. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire au plus tôt en vue de cette réforme de la facturation électronique? Eh bien, c'est d'identifier vos flux, comme ça a été dit, que ce soit en émission ou en réception. Ce sera parfois pas les mêmes outils. Donc, lorsque vous êtes en émission, il faudra bien s'assurer que l'éditeur qui vous permet d'émettre vos factures passera cette réforme et sera compliante avec la facture électronique. Et lorsque vous êtes, et donc pour la partie flux en réception, alors là, souvent, ce sera le logiciel comptable qui devra se mettre aux normes. Dans les 2 cas,
dans les deux cas, comme ça a été un petit peu dit, hein, à minima, il faudra bien porter une vigilance particulière au remplissage des fiches clients et fournisseurs pour que les champs soient bien renseignés et que du coup, lorsqu'il y aura les contrôles qui seront faits lors de l'envoi des informations, eh bien, il n'y ait pas de rejet ou d'anomalie à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment à minima. Alors là, c'est juste à titre illustratif, hein, des exemples de cartographie. Donc sur la partie de gauche, une cartographie pour un flux en émission, sachant qu'il faudra le faire pour chaque type de flux, hein, si on est sur un flux B2B, un flux B2C ou un flux vers l'international, ce sera peut-être ou probablement pas les mêmes étapes. Et sur la partie droite, une cartographie de flux en réception où on distingue généralement à minima les factures d'achat et les notes de frais, et également ceux qui sont soumis à la facturation électronique et ceux qui ne le seront pas. Donc, quels sont les risques concrètement, hein, quels sont les risques si mes outils ne sont pas conformes pour l'arrivée de la facturation électronique? Le premier, c'est qu'en émission, mes factures ne soient pas correctement émises, hein, qu'elles soient rejetées. Donc, rejet de mes factures en émission. Alors, des amendes fiscales, alors elles sont prévues, hein, j'imagine qu'il y aura une période de tolérance, mais bon, elles ont été prévues, donc susceptibles d'être appliquées aussi. Alors à l'extrême, une interruption de l'activité, puisque si je ne peux pas émettre, que j'ai des difficultés aussi pour recevoir, et comme ça a été dit par Vincent, je ne pourrais pas déduire ma TVA si je ne suis pas en capacité de recevoir. Si mon circuit de validation du traitement d'une facture, le cycle de vie du traitement d'une facture ne peut pas être correctement suivi, je suis dans une situation où je ne pourrais pas aller jusqu'au paiement et potentiellement donc interruption de l'activité. Également, parmi les informations qui sont transmises, il y aura les délais de paiement. Et donc là, du coup, l'application des règles liées à la loi de modernisation de l'économie sera probablement plus suivie que par le passé. Hein, c'était les fameux délais de règlement des fournisseurs. Voilà, donc ça sera probablement plus suivi que par le passé. Alors, dans ce contexte, comment peut vous accompagner PKF Arcilon? Eh bien, à minima, par une sensibilisation de votre département, de votre service financier, par l'accompagnement à la réalisation d'un diagnostic et des propositions sur le contrôle interne et votre organisation au sens large, donc notamment sur les différentes procédures, différents process que sont le reporting, la gestion des achats, la gestion des ventes et la trésorerie. Également, il est possible de vous accompagner sur l'aide au choix de solutions adaptées. Et dans les cas plus complexes, nous avons une équipe advisory qui pourra intégrer d'autres paramètres plus complexes pour essayer de répondre à vos problématiques. Alors, pourquoi saisir cette opportunité pour digitaliser sa gestion? Alors nous, on est convaincus que la facturation électronique, c'est une opportunité de se digitaliser et de rentrer dans un cercle vertueux dans la gestion de son entreprise. On peut essayer un petit peu de disséquer un peu les différentes étapes de cette transformation digitale. Alors cette transformation digitale, elle a commencé il y a déjà quelques années, hein, encouragée par le cloud, hein, le mode SaaS, accélérée, on va dire, par la période post-Covid ou même pendant le Covid où les outils de communication sont largement déployés, Teams, Zoom, etc. Et quelque part, la facture électronique, c'est un alignement des planètes, hein, c'est vraiment l'aboutissement, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, au-delà d'avoir de la donnée, comment dire, un document dématérialisé, on a également de la donnée attachée derrière chaque champ renseigné sur cette facture. Donc voilà, en termes de terminologie, on pourrait résumer en disant que le premier niveau, c'était la dématérialisation, le simple fait de scanner finalement un document papier
pour des raisons d'archivage et de simplification, de zéro papier. Au mieux, il y avait de l'OCRisation, la reconnaissance de caractère avec un OCR. La deuxième étape, c'est la digitalisation, où là, effectivement, on utilise cette dématérialisation à des fins d'outils de gestion, d'amélioration de la gestion de l'entreprise. Donc, par exemple, intégrer un circuit de validation des factures avec différents niveaux d'approbateurs, etc. Gestion des notes de frais, ce genre d'outils-là. Et vraiment, l'étape, on va dire, presque ultime, ça va être la facturation électronique, puisque, comme je le disais, donc ça contient à la fois l'apparence d'un document PDF, mais derrière chaque champ, en fait, est renseignée une donnée format XML qui est potentiellement exploitable et qui permet d'ouvrir un champ des possibles important. Donc ici, on a essayé de recenser quelques atouts, quelques avantages de la digitalisation au nombre de 6. Donc le premier qui nous paraissait important, c'était l'optimisation de la circulation de l'information. Donc effectivement, le fait d'entrer dans un système de digitaliser, on a une traçabilité de bout en bout d'une facture, de la commande jusqu'au paiement. Et on peut du coup y associer un circuit de validation des factures avec des niveaux d'approbation, etc. Ça encourage également au travail collaboratif, puisqu'on est sur de la dématérialisation et donc on peut vraiment accéder à une documentation avec un simple smartphone, donc c'est assez pratique. Voilà. L'autre point qui nous paraissait aussi important, c'est, alors ça, c'est différentes études le montrent, mais alors avec des niveaux divers, mais une baisse du coût de traitement des factures. Alors certaines études parlent de 75%, d'autres de 90%, donc ça dépend ce qu'on met dedans, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a vraiment un gain en termes de coût de traitement de ces factures. Autre avantage aussi, c'est l'amélioration de la relation avec votre fournisseur, puisque cette digitalisation, ça permet une meilleure traçabilité et un meilleur suivi des litiges éventuels. Donc, ça évite de perdre du temps, ça évite de se faire relancer, ça évite que l'organisation ne permette pas de répondre rapidement à un litige éventuel. Voilà. Donc, ça permet d'accélérer les temps de réponse. Ça permet aussi d'accélérer le règlement des factures. Et donc, un fournisseur avec qui vous avez une relation, on va dire, qui se passe bien, qui est payé rapidement, ça va l'inciter forcément à travailler avec vous. Donc ça sécurise quelque part votre relation avec vos fournisseurs. Le quatrième point, qui là concerne plutôt le côté vente et qui est un peu le pendant du point 3, c'est que puisqu'on est tous fournisseurs de nos clients, donc voilà, le fait de cette digitalisation, ça permet d'améliorer le suivi en temps réel de nos facturations. Ça améliore l'encours puisqu'on bénéficiera également d'une accélération des règlements. Donc voilà, avec notamment généralement les outils proposent, en tout cas les bons outils proposent des gestions de relance automatisées. Donc voilà, il y a un vrai intérêt sur ce sujet également. En termes de reporting, l'information est transmise beaucoup plus rapidement, que ce soit en interne ou à destination de votre expert comptable. Donc là aussi, gain de temps dans la transmission d'informations. Et in fine, finalement, une fiabilisation de la donnée, une accélération de la production de l'information financière au bénéfice d'une meilleure performance, d'un meilleur pilotage de votre entreprise. Donc cela va accélérer forcément la possibilité pour nous de produire de l'information financière de meilleure qualité, plus de commentaires, plus d'alertes en fonction des tendances que l'on pourra déceler. Et donc tout ça pour une meilleure gestion finalement de vos entreprises. Donc les constats que l'on fait généralement lorsque l'on fait des diagnostics concernant l'organisation de nos clients, ce sont c'est un petit peu ce qu'on vient de se dire. Donc en termes de reporting, c'est parfois un manque d'indicateurs réguliers.
pour piloter son entreprise. Avec l'arrivée de la facturation, de la digitalisation et de la facturation électronique, eh bien, les outils de gestion seront liés à l'outil comptable. Donc, ça devrait accélérer fortement ces indicateurs. En termes d'achat, on passait souvent du temps à collecter les informations pour nous les transmettre. Bon, ça, que ce soit avec la digitalisation ou a fortiori avec la facturation électronique, autant dire que le, le scrapping et puis l'océanisation, ces deux technologies-là vont avoir du plomb dans l'aile, hein, puisque forcément, ça va arriver directement de bout en bout d'une plateforme à l'autre par un tuyau, hein, si on veut l'imager un petit peu, par un tuyau. Donc, ce sera vraiment très, très rapide, très, très fluide. Pour le cas particulier des notes de frais, on avait souvent des pertes de temps, de collecte des pièces, que ce soit pour les commerciaux qui les faisaient eux-mêmes ou pour le service administratif qui ensuite devait s'en saisir et les refaire a posteriori, etc., avec des risques de perte d'ailleurs, d'inexactitude et des risques de perte de TVA récupérable lorsque c'était mal renseigné, etc. Voilà, donc là maintenant, voilà, avec des outils, on va dire, digitaux, on arrive à mettre en place quand même une gestion de ces notes de frais assez intuitive et efficace. Contrôle des factures, relance de la part des fournisseurs, tout ça c'était un petit peu des irritants que l'on rencontrait et qui, avec la digitalisation, devraient être nettement réduits. Sans parler à terme du coup du risque de ne pas être conforme à la facturation électronique. Donc autant s'y préparer maintenant, en tout cas c'est notre conviction. Pour les ventes, c'est un petit peu le pendant des achats, mais côté forcément avec votre casquette de fournisseur pour vos clients. Donc là, les difficultés, c'était des temps d'émission des facturations, de factures, des temps passés à la relance, avec des encaissements potentiellement tardifs, et là, de la même manière, un risque de non-conformité avec la réglementation de la facturation électronique. Et en termes de trésorerie, c'était des temps passés à préparer les virements fournisseurs. Donc là aussi, alors que ce soit actuellement avec de la digitalisation, des outils qui permettent de payer plus facilement ses fournisseurs, ou à terme, comme on l'a vu, dans le cadre du circuit et du cycle de vie du traitement d'une facture, les paiements feront également l'objet d'un cheminement, d'un cycle de vie du traitement des factures. Et donc, il y aura une action de règlement à faire et ce sera plus manuel. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire en termes de digitalisation et l'intérêt. Nous, ce dont on est convaincu en fait, hein, c'est que on a tout à gagner à se digitaliser dès maintenant et ne pas attendre la facturation électronique. Déjà parce qu'on pourra bénéficier de tous les avantages qu'on a vus dès maintenant. Et qu'au-delà de ça, ça permettra réellement de se préparer sereinement à ce passage à la facture électronique qui peut paraître à moyen terme, mais qui en fait est assez proche, puisque comme l'a rappelé Vincent, on sera au moins tous concernés pour la partie réception, puisqu'on a tous des grandes entreprises facturiers pour les fluides, que ce soit l'électricité, le gaz ou pour la téléphonie. On a tous des fournisseurs grandes entreprises et on sera donc nécessairement obligé de recevoir, être en réception compatible avec l'émission qu'ils feront de leurs factures. L'autre enjeu qui est important, sur lequel je n'étais pas suffisamment appuyé, c'est qu'il y a vraiment un enjeu d'efficacité dans l'organisation, dans la nouvelle organisation que vous serez amené à mettre en place. C'est ce qu'on appelle l'interopérabilité entre les différents outils, que ce soit l'opérateur de dématérialisation, l'APDP, ou le logiciel comptable. Donc autant que faire se peut, être aligné entre ces trois outils, voire le même si c'est possible. Mais voilà, vraiment, il y a vraiment un enjeu d'efficacité à ce niveau-là.
Et sachez voilà, que votre expert comptable, bien sûr, est à votre écoute. Il est bien placé pour vous accompagner dans cette transformation, il est au courant des enjeux de la réforme. Il connaît les besoins et vraiment voilà, les besoins qui seront adaptés pour votre situation. Il peut vous accompagner dans la mise en place d'un petit diagnostic, peut-être d'un diagnostic flash pour permettre de mettre en avant les petites zones d'ombre de votre organisation actuelle. Il peut vous aider aussi à vous conseiller sur le choix d'outils. Et voilà, et son rôle va probablement évoluer, donc ça va renforcer son rôle de partenaire dans l'entreprise, puisque il va pouvoir maintenant, avec la facturation électronique, accélérer la production d'informations financières pour vous soumettre plus d'indicateurs, vous alerter plus rapidement sur des dérives qu'il aurait identifiées. Et donc, voilà, ça va vraiment renforcer la relation entre l'expert comptable et l'entreprise. Certains disent que voilà, l'expert comptable deviendra le RAF des entreprises, des TPE, PME. Et voilà, donc c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut appréhender cette réforme. Et on a vraiment tout à y gagner à rentrer dans ce cercle vertueux le plus tôt possible. Voilà, donc je vais peut-être laisser la main à Clémentine et Arthur pour passer un petit peu au point de vue d'un éditeur logiciel et comment les choses se préparent de votre côté. Merci beaucoup, Julien. Alors, je vais peut-être passer direct avec un partage d'écran de l'application pour être dans le concret, plutôt que ce que vous avez déjà, je pense, donné bien tout ce à quoi il faut s'attendre d'un point de vue régulation, etc. Et donc, essayer de montrer à tous ceux qui nous écoutent concrètement à quoi ça va ressembler dans leur quotidien, dans un outil. Voilà. Donc, je vais partager mon écran. Alors, on va commencer par la première partie. Ça, ce ne sera pas forcément à vous de le faire, ce sera plutôt votre cabinet qui le fera pour vous, mais juste que vous ayez en tête pour voir concrètement à quoi ça ressemble. Du coup, votre cabinet pourra vous inscrire dans l'annuaire, puisque on vous l'a dit tout à l'heure, la première étape, ça va être que votre entreprise soit inscrite dans l'annuaire, associée à une PDP. Et une fois que vous serez inscrit dans l'annuaire, ce qui est obligatoire d'ici le 1er septembre 2026, mais cet annuaire, il l'ouvre à peu près au mois de mai cette année, vous pourrez à partir de ce moment-là recevoir des factures électroniques directement dans votre boîte postale, on va dire. Donc ça, c'est la première chose. Et du coup, comme je le disais en intro, je vous recommande vraiment d'abord faire un diagnostic avec votre expert comptable pour savoir quelle est la PDP, quels sont vos flux et du coup, ce qui est le plus adapté pour vous. Mais donc ça, c'est quelque chose qui est déjà live dans Pennylen, qui permet du coup à votre cabinet de vous inscrire dans l'annuaire si c'est le bon moment. Ensuite, je vais vous montrer la partie achat, qui je pense est la plus générique pour tout le monde. Donc, je vais aller là. Donc là, je suis dans l'outil Pennylen. Je vais aller dans achat. Et donc, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que dans Pennylen, on a déjà une notion qui s'appelle le workflow de validation. Qui permet de dire, si je vais ici dans gestion d'équipe, on peut déjà avoir des utilisateurs, on peut avoir des équipes, et ensuite on peut mettre en place ce qu'on appelle des circuits de validation, où on dit, par exemple, dès lors que je reçois une facture d'achat, il faut que ce soit dans ce cas-là Clémence Caillout qui la valide, mais si la facture elle fait plus de 2000 €, alors il faut que ce soit un de ces 3 valideurs qui valide la facture, etc. Cette notion de circuit de validation qui existe déjà dans l'outil, c'est la même qui va devenir en fait obligatoire demain avec la facture électronique. Et donc, je vais vous montrer concrètement à quoi ça ressemble. C'est que toutes vos factures que vous recevrez via la facture électronique, via votre inscription dans l'annuaire, elles arriveront du coup dans une boîte qui s'appellera du coup à valider. Et ici, votre facture, vous pourrez la retrouver avec le PDF. Et cette facture, vous pourrez du coup la valider ou la refuser. Si vous la refusez, vous aurez on vous demandera pourquoi vous la refusez, puisque cette info, elle devra être transmise en direct à l'administration fiscale. Et donc aujourd'hui, vous pouvez dire valider, par exemple. Et vous voyez que maintenant que j'ai validé cette facture, on me propose du coup
de la mettre à payer. On me propose de la payer ou de dire que je l'ai déjà payée. Tout ça, c'est des infos supplémentaires du cycle de vie dont on vous a parlé tout à l'heure. Un des gros avantages du coup de Pennylen, c'est que vous allez pouvoir retrouver toutes les factures qui sont classées comme à payer. Vous allez pouvoir les cocher ici et dire je veux les payer. Et là, vous allez toutes les factures avec les infos qui sont déjà saisies, donc l'IBAN, la date d'échéance, le montant, etc. Et vous pouvez toutes ces factures-là les payer en un clic d'un seul coup. Et là, l'avantage, c'est que si on les paye depuis l'application, ça va automatiquement, d'une part, envoyer le paiement, mais surtout, ça va aussi mettre à jour automatiquement le statut de paiement de la facture qui sera du coup envoyé à l'administration fiscale. Et donc, il n'y a pas d'un côté payer et de l'autre aller mettre à jour un statut de paiement. L'autre avantage que vous avez expliqué bien, du coup, Julien aussi tout à l'heure, juste avant moi, c'est que cette info-là, grâce à Pennylen, comme on est un outil à la fois côté gestion et côté compta, quand vous allez payer, ça va également transmettre cette info directement à la compta. Et donc, vous êtes sûr qu'il y a toujours une synchronisation parfaite entre le statut de paiement que vous avez en gestion, le lettrage qu'on a en compta et le statut de paiement qui est disponible par Bercy, qui lui a été envoyé instantanément au moment où vous avez payé votre facture. Ça vous permet également, ça vous garantit que si votre cabinet demain vient par exemple, je sais pas moi, délettrer, faire un lettrage partiel sur des factures, ça va venir écraser le statut de paiement que vous aviez mis et du coup vous assurer que vous avez toujours une seule source de vérité unique. Donc ça, c'est pour la partie achat. Vous avez bien sûr les notes de frais, mais je vais laisser du coup Clémentine, qui rentre plus dans le scope du e-reporting. Je me concentre vraiment sur la partie e-invoicing. Donc, on a vu les factures à payer avec du workflow de validation. On a vu le paiement qui met à jour automatiquement les statuts de paiement. Et puis, on va regarder rapidement la partie vente. Donc, si là, je vous montre juste comment on paramètre l'outil de facturation. Donc là, je peux bien sûr venir mettre les infos de mon entreprise, mon logo, venir choisir des couleurs, créer des modèles de factures, de devis, de bons de livraison, bons de commande, proforma, etc. Ajouter des pieds de page, tout ça. Je peux choisir si je veux avoir un lien de paiement dans ma facture. Ça, l'avantage, c'est que si je mets un lien de paiement, si mon client utilise ce lien de paiement, pareil, ça va automatiser le passage de statut de paiement de la facture. Puisque à la fois, je dois dire que j'ai payé une facture, mais je peux aussi dire qu'on m'a payé une facture. Et donc là, si mon client utilise le lien de paiement qui figure sur ma facture, ça va automatiser le passage du statut à payer. Encaisser, quoi, en quelque sorte. Je vais pouvoir également personnaliser les modèles de mail qui accompagnent l'envoi d'un devis, d'une facture, d'une relance et autres. Et on en parlait tout à l'heure, mettre en place des flots de relance automatiques. Donc, je peux par exemple dire à J-2 avant la date d'échéance, je veux qu'automatiquement, il y ait ce mail-là qui parte. Vous voyez qu'il y a un système de variables où je peux dire si la facture elle est déjà payée, bien sûr, il faut qu'elle sorte du flow. Sinon, il faut lui mettre le montant, la date, etc. Maintenant, si je vais sur mes factures de vente, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a certaines factures, comme celle-là, à droite, là, qui a un logo. Alors, on ne voit pas très bien, mais c'est le petit logo en haut à droite qui dit FX. Ce logo-là, ça veut dire que c'est une facture au format FactureX. Donc ça veut dire que si je télécharge la facture, je vais retrouver en fait la donnée structurée de la facture dans un fichier qu'on appelle XML. Et c'est ce fichier XML qui va être lu automatiquement par la machine quand ça arrive. Donc concrètement, donc si en fait je vais ici côté compta, je vais essayer de vous donner un exemple. Vous avez des factures qui sont format FactureX. Donc par exemple ici, cette facture, comme elle est FactureX, Pennylen l'a automatiquement fait passer par un tuyau différent du tuyau habituel qui est ce qu'on appelle l'OCR, qui est l'intelligence artificielle pour essayer de reconnaître les caractères sur une facture. Là, comme c'est FactureX, nous, on le détecte automatiquement à l'entrée. Ça passe par un tuyau différent où on ne va pas s'amuser à aller faire de l'intelligence artificielle. On va juste prendre le fichier avec la donnée structurée. Et du coup, on a un taux de fiabilité de 100%. Là où avec la lecture, le scan de facture, on est plutôt sur du 93%. Là, 100%, on est sûr qu'on a bien lu le nom du fournisseur, le montant, la TVA, etc. Donc ça va vous permettre de gagner du temps et surtout de l'instantanéité dans l'accès à la donnée. Voilà. Vous pouvez également mettre de l'analytique sur vos factures. Ça va être intéressant pour pouvoir, je ne sais pas moi, si vous êtes dans le bâtiment, pouvoir voir des factures par chantier, avoir un compte de résultat par chantier, ce genre de choses, en collaboration avec votre cabinet là-dessus. Donc ça, FX, aujourd'hui, toute facture de vente émise depuis Pennylen est au format facture électronique. Ça, c'est assez important.
Pourquoi? Notamment, on parlait tout à l'heure des fiches clients, des fiches tiers. C'est que si je vais créer une facture de vente dans Pennylen, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va automatiquement me proposer de créer un client. Et je vais du coup, par exemple, créer le client PKF Arcilon. On va essayer. Ça va automatiquement aller interroger la base de données de l'INPI pour retrouver du coup toutes les infos de la société. Et donc, vous voyez que ça m'a automatiquement pré-rempli le nom de la société, l'adresse, le numéro de TVA, numéro de sirène et tous les autres champs obligatoires liés à la facture électronique. Donc ça vous permet de vous assurer que vous avez bien tous les champs obligatoires qui sont remplis et du coup que vous n'êtes pas en non-conformité, que vous ne risquez pas d'amende ou que tout simplement votre facture ne soit pas transmise. Donc ça, c'est assez important également. Une chose qui est bonne à savoir sur l'outil Pennylen, c'est que donc au-delà du fait que toutes les factures de vente émises depuis Pennylen sont déjà factures électroniques, il y a une fonctionnalité qui n'est pas très connue, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez déjà, si à la fois l'émetteur et le destinataire sont sur Pennylen, vous pouvez déjà passer dans le monde d'après post-facture électronique, puisque dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'attendre l'annuaire. On connaît le sirène de départ, on connaît le sirène d'arrivée, et du coup, on est déjà en mesure de faire en sorte que la facture que vous émettez, elle arrive directement dans les factures d'achat de votre client. Ça, si vous voulez l'activer, il faut juste nous faire un petit mot sur le chat à votre support du coup PKF, demander et on peut vous activer cette fonctionnalité-là. C'est déjà activé par défaut pour les factures émises par des cabinets ou par Pennylen. Mais si vous avez par exemple différentes sociétés dans un groupe de sociétés et vous voulez que, je sais pas moi, la SCI qui facture la société mère pour le loyer, ça arrive direct dans les factures d'achat, c'est quelque chose qui est totalement faisable. Voilà, j'ai vu pour les achats et pour les ventes. Et on a également pas mal parlé de e-reporting. Donc ça, je pense que c'est important de s'arrêter 2 secondes là-dessus. On va aller du coup dans la connectivité. Une des forces de Pennylen, c'est qu'on a pas mal de connecteurs avec des outils métiers, que ce soit des caisses, des ERP métiers ou autres. Et du coup, c'est ça qui va vous permettre de faire remonter l'équivalent du Z de caisse ou des factures de vente des outils tiers automatiquement dans Pennylen. Et même si votre outil métier n'est pas lui-même PDP, ce qui est dans la plupart des cas le cas, donc votre OD, nous, Pennylen, on va savoir transformer la facture qu'on aura reçue ou les ventes qu'on aura reçues de cet outil métier en format facture électronique. Et on va pouvoir mettre à disposition notre tuyau PDP pour, entre guillemets, transférer les données qu'on aura reçues de votre outil métier à l'administration fiscale en tant que PDP. Et là, c'est important d'avoir des connecteurs API parce que sinon, il faudrait s'amuser à tous les X jours venir faire la relève, soit des factures, soit des ventes, et puis à la main venir saisir pour envoyer en e-reporting. Grâce à un connecteur API, on va pouvoir s'assurer que ce soit complètement automatisé et du coup aussi qu'on ait une info qui soit parfaitement similaire en compta et dans ce qui est envoyé à Bercy. Je ne vous fais pas toute la liste de tous les connecteurs métiers. Vous pouvez les retrouver sur le site pennylen.com également. Mais vous en avez un assez grand nombre. Et ça vous permet du coup de faire remonter toutes ces données métiers. Si jamais on n'a pas encore de connecteur avec votre outil métier, vous pouvez nous demander. Le mieux, c'est de nous mettre en contact avec l'éditeur de votre outil métier. Si vous avez un outil métier et que vous avez des compétences de développement en interne, vous avez également une API publique qui permet dans ce cas-là de venir créer un connecteur. Ou par exemple, si vous avez développé un outil en interne pour votre facturation, vous pouvez venir connecter directement cet outil métier à l'API PDP de Pennylen et faire en sorte qu'on prenne vos factures, on les mouline pour les mettre au bon format et on les envoie à l'administration fiscale derrière. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là du coup et donner la main à Clémentine. Mais ça, c'est tout ce qui est… Alors, ouais, peut-être dernier point. Donc, Pennylen aujourd'hui envoie, reçoit. On a également on a ce qu'on appelle un point d'accès sur le réseau PayPal. Donc ça, que vous l'ayez en tête, c'est via ce PayPal qu'on va pouvoir s'envoyer et recevoir des factures avec les autres PDP. Il faut vraiment voir la PDP un peu comme un opérateur mobile. Donc de même que vous avez un opérateur mobile pour envoyer, recevoir des SMS, des appels, demain, vous aurez un opérateur pour envoyer, recevoir des factures. Et tous ces opérateurs-là, ils ne se connectent pas un à un. On va plutôt tous se connecter à un réseau qui est ce fameux réseau PayPal. Et du coup, c'est via ce réseau PayPal qu'on va pouvoir… donc moi, je vais dire… je suis Pennylen, j'ai une facture à envoyer à telle sirène. Je vais donner ça à PayPal et PayPal, il va router cette facture à la PDP du destinataire
après avoir récupéré dans l'annuaire l'info que telle sirène, il est chez tel PDP. Donc tout ça, on est déjà également bien branché à ce réseau PayPal. Donc je reste dispo de toute façon pour les questions que vous pourriez avoir à la fin et je donne la main à Clémentine. Merci beaucoup. Merci beaucoup Arthur et rebonjour à tous. Donc moi je m'appelle Clémentine, je fais partie de l'équipe Grand Compte chez Pennyline. Ce que je vous propose, c'est que je vais donc partager mon écran pour vous montrer un petit peu plus en détail ce à quoi ressemble Pennyline. Je vous propose de regarder Pennyline sur ce qui s'appelle chez nous le plan essentiel. C'est l'abonnement qui comporte globalement le plus de fonctionnalités de gestion, si ce n'est quelques éléments liés plutôt à la compta ou à certains tableaux de bord. Je vais rebondir également un petit peu sur ce que vous a présenté Arthur et évidemment, comme lui, je resterai disponible pour les questions. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, ok, impeccable. Donc quand vous vous connectez sur Pennyline, vous arrivez sur cette page. Il s'agit de la page d'accueil et vous allez avoir un onglet, un bandeau ici vert avec différents onglets, accueil, transactions, compte pro, achat, vente, analytique. Ici, vous aurez quelques informations sur la facture électronique. Vous pouvez les retrouver facilement, notamment ici les différentes étapes, les personnes concernées et voilà les différentes informations principales. Vous pouvez également poser ici les questions à notre équipe support. La première chose qu'on va regarder ensemble, ça va être le paramétrage. Alors, quand vous vous connectez pour la première fois sur Pennyline, vous aurez un pas à pas qui viendra vous guider un petit peu dans ces différentes étapes. Vous pourrez donc connecter votre compte bancaire ou vos différents canaux d'encaissement, que ce soit un compte plus traditionnel comme Crédit Agricole ou Société Générale, ou bien des canaux d'encaissement comme Stripe, PayPal ou Payplug. Et votre expert comptable pourra également connecter votre banque via, par exemple, les mandats EPIX. Vous pourrez ici utiliser nos sources de récupération des factures. Alors, évidemment, en facturation électronique, tout sera déjà inclus directement dans votre espace. Et vous pourrez, comme l'a dit Arthur tout à l'heure, connecter ici via l'onglet connectivité votre OD pour que les informations remontent directement par API dans Pennyline et dans notre PDP. Je ne m'attarde pas énormément sur les différentes catégories, mais vous pourrez évidemment paramétrer votre facturation ici, créer des catégories analytiques ici. Et simplement ici, vous avez notre espace d'information sur l'intelligence artificielle et vous pourrez ici venir chatter directement avec notre assistant IA. Voilà, Arthur, vous avez également montré les différents éléments sur la gestion de l'équipe. Et ici, vous aurez un espace ici et là pour gérer votre abonnement. Et enfin, juste ici, l'espace support. Si on rentre maintenant un petit peu plus dans le détail du produit. Donc, sur cette page d'accueil, vous verrez les premières actions, les actions rapides que vous pourrez effectuer en un coup d'œil. Par exemple, déposer des factures ou créer des factures clients. Quelques chiffres clés ici, quelques actions urgentes à faire et le récapitulatif de vos dernières transactions, factures clients et factures fournisseurs. Sur l'espace transactions, ici, vous retrouvez toutes les transactions des différents comptes que vous aurez connectés. Vous pourrez ici cliquer dessus, venir justifier en ajoutant votre justificatif, ajouter des catégories pour vous créer ensuite un suivi de revenus et de dépenses et laisser un commentaire peut-être à votre expert comptable pour lui dire que par exemple vous avez malheureusement perdu le justificatif, sachant que vous pouvez aussi l'en informer ici. Sur Pennyline, vous pourrez ouvrir un compte pro, le compte pro Pennyline, où vous pourrez venir créer différentes cartes, des cartes physiques, virtuelles, éphémères. Vous pourrez les commander très simplement directement ici, voir votre activité, planifier des virements, des virements notamment groupés ou internationaux. Vous pourrez demander en quelques clics une avance de trésorerie via notre partenaire De Facto. Gérer ici vos prélèvements. Et ensuite, ici, vous avez différentes rubriques, notamment l'approvisionnement automatique du compte pro pour venir, si c'est votre compte secondaire, eh bien, dès qu'il arrive en dessous d'un certain montant, venir l'approvisionner via votre autre compte. Sur la brique achat, ici, vous retrouvez donc toutes les factures d'achat que
que vous aurez ajoutées, soit via les imports automatiques, via les connexions. Vous pouvez toujours bien sûr en importer manuellement ici. Vous avez ici, vous pouvez regarder le détail, vous pouvez remplir les informations manquantes et faire votre catégorisation, comme ce qu'on voyait tout à l'heure. Vous pourrez ensuite venir ici payer vos factures, donc jusqu'à 400 d'un coup, en un clic, notamment via le compte pro ou via un export XML. C'est très simple, vous cliquez sur ce bouton, puis payer. Si jamais certaines ont déjà une transaction qui semble correspondre, vous aurez ce bouton-là qui vous suggère qu'il y a peut-être un rapprochement à faire, une transaction qui correspond à cette facture. Sur les ventes maintenant, Arthur l'a dit, nos factures sont déjà au format facture X. Nous sommes déjà compatibles avec envoi et réception de factures. Et donc, vous pourrez venir ici, vous créer vos différentes factures. Vous pourrez importer votre liste de clients et votre liste de produits pour venir créer vos factures, les envoyer, et vos clients auront ce bouton « Payer maintenant » pour payer depuis la facture. Dernier point ici, vous retrouvez votre plan de trésorerie ainsi que quelques chiffres clés ici, notamment solde de trésorerie, encaissement, décaissement et l'estimation de crédit TVA. Vous avez votre suivi ici d'encaissement et de décaissement et le suivi des revenus et des dépenses que vous aurez catégorisés. Vous pouvez vous fixer des objectifs mois par mois et vous aurez le pourcentage d'atteinte ou non de ces objectifs. Voilà, il est presque 11h50. J'ai essayé de faire une vue globale de notre plan essentiel. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, vous pouvez revenir vers votre comptable ou votre expert comptable ou bien vous rendre sur le site de Penny Lane pour avoir quelques infos supplémentaires et demander un échange avec une personne de nos équipes. Est-ce qu'il y a des questions peut-être? Est-ce que Julien, ça te va si nous passons aux questions-réponses? Oui, merci beaucoup Clémentine Arthur pour cette partie. Oui, bah, écoutez, on avait prévu un temps de questions-réponses, donc j'ai vu qu'il y avait quelques questions dans la conversation donc, qui ont été à peu près répondues au fil de l'eau. Sur les dernières questions, j'ai notamment bonjour, Penny Lane pourrait-il donc convertir nos factures de l'AS400? Donc j'avoue que c'est des questions un peu techniques, je suis un peu... J'imagine que c'est convertir des factures. Donc la question c'est, je pense, elles sont émises de leur outil et est-ce qu'il y a oui, une conversion en facture X qui peut être faisable? Ce que je propose, c'est que vous nous envoyez la facture. Vous pouvez nous l'envoyer à arthur@pennylane.com et je partagerai ça avec nos équipes pour vous dire si on a bien tous les éléments pour pouvoir la transformer en facture électronique. Voilà. Et après, il y avait quelques questions qui tournaient autour de Chorus. Alors, je sais que c'est souvent là une question qui revient, ça. Alors, je pense que là, c'est de manière un peu plus générale. L'application gère-t-elle les problématiques marché public? Non, ça non, ok. Non, si. Alors, donc aujourd'hui, on a déjà un connecteur avec Chorus. Donc, vous pouvez, quand vous faites une facture dans Penny Lane, venir la déposer automatiquement dans Chorus. Et demain, l'administration fiscale nous a dit que la PDP pourra envoyer, enfin, via le PPF, on pourra déposer les factures automatiquement dans Chorus. Donc, ce sera une obligation de toute façon des PDP de gérer l'envoi Chorus. Je reviens. Voilà, ok, super. Merci. Là, il y avait un commentaire, un témoignage positif, donc c'est super. Là, j'ai une question, mais j'arrive pas alors, est-ce que vous pouvez poser la question dans la conversation? La personne qui a levé la main, j'arrive pas à voir le nom de la personne, désolé. Stéphanie Fernandez. Ah, Voilà. notre facture est générée directement via des plannings pour Ximi. Comment pourrez-vous relier les logiciels de gestion SAP? Alors moi, je ne connais pas Ximi. Est-ce que Arthur, tu connais ce logiciel? Ou alors, plus largement, comment est-ce qu'on a prévu quelque chose pour les logiciels de gestion SAP?
Alors, nous, personnellement, on n'a pas prévu de faire de développement spécifique. En revanche, on a notre API publique. Et donc, c'est plutôt à l'éditeur tiers, donc c'est plutôt à Ximi ou à SAP ou à vous, si vous avez des ressources en interne de développement, de construire le connecteur avec l'API vente de Pennylen, qui est disponible publiquement sur notre site. Nous, on ne peut pas se connecter nous-mêmes parce qu'il y a une infinité d'outils métiers. Donc, en revanche, nous, notre job, c'est on expose une bonne API pour que ce soit simple pour vous ou pour l'éditeur de votre outil métier de s'y connecter. Et là, on avait une question. Bonjour, comment sont gérées les notes de frais dans Pennylen? Est-ce que vous souhaitez que je prenne peut-être cette question sur les notes de frais? Merci Claire pour cette question. Pour les notes de frais, vous pouvez ouvrir des accès à vos employés. Les salariés, moi c'est moi-même ce que je fais avec Pennylen, peuvent rentrer leur justificatif et la demande de notes de frais. Et ensuite, vous avez, comme ce qu'Arthur vous montrait tout à l'heure, vous pouvez vous créer une équipe de validation. Je vais vous montrer directement comment ça se gère sur l'outil. Hop. Et donc voilà, moi je peux venir ajouter ici ma note de frais ou mon indemnité kilométrique et on verra ensuite si cette facture a été ou cette note de frais a été validée et puis ensuite ça part par exemple à l'équipe finance qui viendra donc me la rembourser. C'est la même chose aussi de mon côté, je dois venir valider les dépenses de mon équipe ou suivre mes différentes demandes. Voilà. Une autre question là en pratique, en fait, vous nous avez montré, oui, donc comment ça va se passer pour le e-reporting dans Pennylen, en fait? Alors, concrètement, aujourd'hui, on attend encore les spécifications de l'administration fiscale qui a jusque-là donné pas mal de détails sur le e-invoicing. On avait participé à un hackathon de la DGFIP il y a maintenant 1 an et demi. On avait proposé à quoi pourrait ressembler une interface de e-reporting. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est un peu comme si aujourd'hui vous avez une interface pour saisir votre dette de caisse avec vos ventes quotidiennes. Ce sera un peu la même chose. Hein. Donc, vous aurez un récap des ventes quotidiennes et vous aurez un bouton envoyer. Si par contre on est connecté automatiquement avec votre outil métier, bah là, ce récap des ventes, il se remplira tout seul pour envoi automatique ou non. J'ai une bonne question sur donc l'émission de facture à partir d'un site internet et le paiement du coup par carte bancaire. Comment ça va se gérer ça je relis la question précisément. J'ai un site internet sur lequel des clients B2B achètent ma presta en carte bancaire. Mon site transmet une facture acquittée par mail dans la foulée. Comment la facture électronique intervient lors d'une commande effectuée et payée en carte bancaire? Donc là, j'imagine. J'ai envie de dire que ça, alors je sais pas si c'est Stripe ou quelle est la plateforme qui gère la facture, mais le sujet sera strictement le même que tout ce qu'on a évoqué, quoi. C'est-à-dire que soit le client est un assujetti à la TVA, auquel cas il faudra que la plateforme soit capable d'émettre une facture au format électronique. Soit à défaut, c'est un particulier ou un non-assujetti, et donc il faudra que la plateforme émette une facture comme elle le fait aujourd'hui. Charge à elle d'avoir un récap de la période, de toutes les transactions concernant des non-assujettis pour pouvoir compléter un e-reporting. En fait, la notion d'encaissement par carte bancaire, à mon sens, n'a pas vraiment d'effet sur la facture qui doit être générée, quoi. En fait, la bonne pratique serait peut-être d'interroger le site pour savoir si il a prévu de se conformer à la facturation électronique. Est-ce que c'est lui qui va gérer les flux ou est-ce que c'est par un autre moyen que les flux e-invoicing ou e-reporting seront gérés, en fait? Après, il y a une question que je Bon à savoir que la plupart des gros acteurs américains, type on parlait de Stripe ou Stripe Billing, etc.,
n'ont pas prévu, en tout cas dans un premier temps, d'être PDP. Parce qu'ils sont tellement internationaux que la partie PDP, qui est très franco-française, n'est pas priorisée dans leur roadmap. Donc, si vous passez par un de ces acteurs-là, il faudra trouver quand même un partenaire PDP. Alors, il y a une question, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué les cas d'usage. Quel serait le parcours des factures dans le cas d'une facturation pour le compte de? C'est une pratique commune dans le monde agricole, l'acheteur établit la facture pour le compte du vendeur. Alors ça, c'est un vrai sujet. En fait, l'administration fiscale a identifié une trentaine, 35 ou 36 flux de facturation un peu atypiques, ce qu'ils ont qualifié de cas d'usage. Et effectivement, la facturation pour le compte 2 fait partie de ces cas d'usage. Et donc, il y a un flux un peu particulier pour ce type de transaction. Euh, mais qui se gère, qui se gère bien dans les, euh, dans le cahier des charges, en tout cas de l'administration fiscale. Euh, je comprends pas le sens de la question là. Bonjour, on est d'accord des versements, des factures et paiements en comptabilité. Est-ce que c'est à travers Penny Lane la question? Je sais pas. Je regarde si la précision est arrivée après. Non, elle n'est pas arrivée après pour l'instant. Euh, Est-ce que Penny Lane gère les flux de facturation pour le compte de? ah oui. Alors, je crois que je ne veux pas vous dire de bêtises, donc je veux bien peut-être que vous preniez le mail, Vincent et Julien, et qu'on revienne ensuite, parce que je ne suis pas sûr de mon coup. Ok, alors pour le coup, c'est utilisateur inconnu. Si Si vous laissez monsieur ou un madame qui mail, avait oui. posé cette question, ouais, vous pouvez juste nous laisser vos coordonnées. Comme ça, on revient vers vous. Et après, il y a des sujets, des questions qui reviennent sur les factures d'acompte. Donc là, pour le coup, c'est aussi un des cas d'usage identifiés par l'administration fiscale. Avec un flux spécifique. Mais la règle, pour faire de façon assez schématique, la règle va être que à tout acompte doit correspondre une facture, ce qui n'est pas forcément la pratique aujourd'hui, donc une facture d'acompte qui sera identifiée comme telle sur la plateforme, qui sera par la suite défalquée de la facture définitive. J'en profite juste, enfin une aparté, là, on vous a mis en fond d'écran là, le questionnaire de satisfaction, donc n'hésitez pas à flasher le QR code et à nous faire part de vos remarques, ou nous dire si vous avez apprécié le thème et les intervenants. Je vois que les questions commencent un peu à se tarir. Tac, tac, tac. Voilà, bah, de toute façon, on arrive à l'heure qu'on avait prévue. Donc voilà, je pense qu'on a respecté à peu près le timing, hein, il est midi. Bah, écoutez, on vous remercie d'avoir participé nombreux à cette WebEx, puisque je crois qu'au pic de la présentation, on était à 300 participants. Donc c'est super. Voilà, j'espère que ça a pu vous apporter on espère que ça a pu vous apporter de l'information, vous éclairer un petit peu sur l'avancement de cette réforme importante et l'intérêt, que vous êtes aussi convaincu que nous de l'intérêt de prendre les choses en main dès maintenant et de ne pas attendre le dernier moment pour s'y préparer sereinement et bénéficier de la digitalisation dès maintenant. Merci beaucoup Vincent, Clémentine et Arthur, hein, pour votre participation. Je pense qu'on a pu faire un petit tour de l'actualité assez complète comme ça. Et écoutez,
on se tient au courant, on reviendra vers vous peut-être avec de nouvelles actualités s'il y en a d'autres. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre en tout cas. Et on vous remercie grandement. Merci à tous. Merci Merci à à tous pour tous. votre écoute. Bonne journée. Au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir.